Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre entretien de ce jour met la lumière sur le code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Et pour cet exercice pédagogique, je reçois ici Monsieur Norbert Bokas Kaouno, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique. Monsieur Kaouno, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec nous également pour décortiquer ce document actualisé par l'actuel exécutif, monsieur Abdulaziz Malik, directeur de la planification, de l'administration et des finances du ministère du Travail et de la fonction publique. Monsieur Malik, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. On va donc commencer avec le secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique. Éthique et valeurs, nous sommes là dans le champ purement philosophique du fonctionnement de l'administration publique, sans pour autant faire une large clarification conceptuelle des deux notions. Dites-nous de façon concrète et substantielle ce qu'on peut retenir. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, dans la vie, au sein d'une communauté, tout n'est pas régi par des textes de loi, qu'il s'agisse de textes légaux ou réglementaires. Mais il y a un ensemble de valeurs, un ensemble d'éthiques communément acceptées qui concourent à l'atteinte des objectifs fixés. Et ces éthiques et valeurs sont donc contenues dans un document qu'on appelle code ou charte, signé et pour lequel tous les membres de la communauté s'engagent à respecter le contenu. Et donc ici, il s'agit d'un certain nombre de morales, de comportements moraux, de comportements éthiques que l'administration publique doit pouvoir adopter, respecter pour faire de l'administration un vecteur de développement de notre pays. Abdulaziz Malik, que peut-on comprendre par administration publique et par fonction publique? Est-ce qu'il y a un distinguo à opérer? Bien entendu, tout simplement pour ne pas rester dans la philosophie des mots tels que vous l'avez dit, il faut reconnaître que l'administration publique est plus large que la fonction publique. Alors donc si je prends un exemple, lorsque vous exercez un service public, que vous soyez fonctionnaire ou pas, vous êtes dans l'administration publique. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui a passé un concours, qui se trouve dans un bureau, qui est un fonctionnaire, vous êtes dans la fonction publique. Les deux notions sont un peu différentes et donc ne sont pas toujours les mêmes. C'est pourquoi vous voyez l'ancien code parlait de code d'éthique, des valeurs de la fonction publique, alors qu'aujourd'hui nous nous trouvons avec un code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Voilà. Le nouveau code qui est justement une relecture du code de 2008, pourquoi avoir décidé de l'actualiser? Quel est l'objectif poursuivi? Merci beaucoup. Je voudrais, appuyer un peu le débat. Quand on dit fonction publique, l'expression est plus restrictive. Ça regroupe uniquement les fonctionnaires de l'État et les agents contractuels de droit public de l'État, donc ceux qui ont passé un concours et qui sont appelés à exercer le service public durant un temps. Mais aujourd'hui, l'administration ou les services publics ne sont pas rendus uniquement par les fonctionnaires ou les contractuels. Il y a la notion de ce que nous appelons les collaborateurs externes. Il y a des sociétés et des établissements publics qui sont à un moment donné ou à un autre appelés à rendre le service public d'intérêt donc général. Ceux-là, au moment de l'exercice du service public, sont considérés comme des agents publics et doivent respecter le contenu du code d'éthique et des valeurs. Donc c'est plus large que l'expression fonction publique. Ce code est actualisé pour prendre en compte un certain nombre de réalités. Par exemple, il y a de nouveaux principes qui sont ajoutés aux anciens qui existaient. Il y a de nouvelles valeurs qui sont ajoutées aux anciennes valeurs pour cerner tout le contour du comportement d'un agent public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. On va donc s'intéresser un peu au champ d'application justement de ce nouveau code. Oui, monsieur le journaliste, comme le dit le HGM, et si vous l'avez bien suivi, il ne s'agit donc plus d'un code qui s'applique simplement aux fonctionnaires ou aux contractuels de droit public. Ce code va même jusqu'au niveau des élus qui sont chargés donc de prendre des décisions ou de mettre en œuvre des décisions prises au nom donc du service public. Au niveau des collectivités territoriales? Au niveau des mairies, les collectivités territoriales sont concernées par le code, mais tout individu qui doit rendre un service au nom
du public, c'est-à-dire qui doit rendre un service au nom de l'État, va se voir opposer donc le code d'éthique et des valeurs. Vous évoquiez tout à l'heure des principes qui sous-tendent et régissent le fonctionnement de l'administration publique. Oui. En ce qui concerne le dit code, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut dire que l'ancien code qui avait été adopté par décret le 31 décembre 2008 contenait 4 valeurs et 4 principes, j'allais dire. On peut les citer rapidement? Oui, il y a le principe de mutabilité du service public, il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe de l'adaptabilité du service public. Et donc aujourd'hui, 4 nouveaux principes sont ajoutés aux 3 anciens pour faire 7 principes. Et en ce qui concerne les valeurs, 17 nouvelles valeurs ont été ajoutées aux anciennes valeurs pour faire 26 valeurs aujourd'hui. Les 17 valeurs sont extraites en réalité de la Charte nationale pour la gouvernance du développement du Bénin. Je peux en citer quelques-unes. On va évoquer d'abord les principes, les 7 principes. D'accord. Le premier. Donc, par rapport au principe, monsieur le journaliste, si vous me le permettez. Oui. Il y a le principe de l'égalité du traitement des usagers clients. L'agent public est tenu de réserver la même considération à tout citoyen sans tenir compte de son origine, de son appartenance ethnique, religieuse et autres. Ce n'est pas ce qui est souvent constaté dans l'administration publique béninoise, malheureusement. C'est des tares qui avaient été relevés depuis les états généraux de la fonction publique de 1994. Mais l'État fait davantage d'efforts pour réduire ces comportements déviants des agents publics. Et donc, tout citoyen a le même droit devant l'agent public. Et lorsqu'il se sent brimé, les voies de recours existent pour faire entendre sa voix. Ensuite, nous avons le principe de neutralité du service public. L'agent public ne doit pas laisser transparaître à l'occasion de l'exercice du service public son appartenance politique, ni religieuse, ni ethnique. Dans certains bureaux, on voit des photos religieuses, des idoles, des chapelets. Exactement. Ce sont des comportements déviants à décourager. L'administration est impartiale. L'administration est impersonnelle. Donc, l'agent public, dans son comportement, ne doit pas laisser transparaître son appartenance religieuse, ni son appartenance politique. Certains suspendent même le service public momentanément. Et pour aller faire la prière voilà. À 10h, à 11h, c'est proscrit. Et lorsque un citoyen vient solliciter un service public et constate qu'un agent public a suspendu le service pour aller vaquer à la prière ou à des incantations, cet agent est en droit, ce citoyen est en droit de se plaindre et donc d'emprunter les voies de recours pour pouvoir se faire entendre. Et il y a aussi des fonctionnaires qui écoutent ou qui suivent les radios confessionnelles à longueur de journée. Ils peuvent écouter les radios, mais dans leur maison, pas sur les lieux publics, pas dans le service. C'est interdit. Donc, la loi même ne permet pas ça, puisque l'administration est impartiale et impersonnelle, au service de tout le monde, de tous les citoyens. Donc, on ne doit pas écouter des musiques religieuses ou des prêches lorsqu'on est dans l'administration publique. Ce principe prend-il aussi en compte l'habillement vestimentaire Absolument. qui est lié à une certaine obédience religieuse? Absolument. Votre habillement ne doit pas laisser transparaître votre appartenance ou votre obédience religieuse. C'est proscrit par les textes. Le fonctionnaire, l'agent contractuel ou tout autre agent au service de l'État doit se comporter de manière à faire éviter que le citoyen lambda sache son appartenance religieuse, ethnique, philosophique ou politique. Aucun signe distinctif d'appartenance à une religion? Aucun signe distinctif. Aucun. Puisque notre État est laïque et ça a été retenu par notre Constitution. Le troisième principe? Le troisième principe, c'est celui du respect de la légalité. Le Bénin est un État démocratique basé donc sur le respect des textes.
aucun acte, aucune action d'un agent public ne doit être posée en dehors de la légalité. Donc, nous sommes là pour respecter la Constitution, pour respecter les lois organiques et les tests réglementaires. On doit donc se soumettre aux tests et lois en vigueur. Absolument. Absolument. Le quatrième principe, c'est le principe de la continuité du service public. L'agent public ne doit poser aucun acte de manière à suspendre illégalement le service public. Même s'il est malade, il doit prendre les dispositions, ou son supérieur hiérarchique doit veiller à ce que le service public soit continu. Et donc, des agissements qui amènent à rompre le service public sont des agissements punissables. Mais il n'est pas rare qu'on vous dise, il vient de se lever, vous voyez le costume accroché à un fauteuil, alors que monsieur est en ville, en train de faire des courses par exemple. C'est répréhensible. Il ne doit plus continuer d'avoir ces comportements dans nos administrations aujourd'hui. À qui l'usager client peut-il se plaindre? Vous savez que l'administration publique est hiérarchisée. Si nous partons du bas des agents, nous avons dans un service le chef division, nous avons le chef service, nous avons le directeur général, le directeur central, le secrétaire général. Quand vous allez au cabinet, vous avez le directeur adjoint de cabinet, le directeur de cabinet et le ministre. Donc, toute autorité qui a emprise sur l'agent fautif doit pouvoir recevoir le citoyen pour l'écouter et engager, s'il le faut, la procédure requise. Cinquième principe à présent. Je l'avais dit dans mon développement, il s'agit du principe de la mutabilité du service public. Le service public doit s'adapter aux évolutions du monde. Je donne un exemple simple que j'ai l'habitude de donner. Par le passé, il y a 25 ans, 30 ans, les documents étaient saisis par sténographie et dactylographie. Une secrétaire qui a appris la dactylographie ne peut pas dire à l'aide de l'outil informatique qu'elle ne va pas s'adapter à la saisie par le biais de l'outil informatique. Elle doit pouvoir s'adapter. C'est ça la mutabilité. On note dans certaines localités reculées une résistance au changement. Vous savez, l'administration publique, c'est une puissante machine que j'appelle une broyeuse. Lorsque vous résistez au changement, l'administration vous broie et on vous oublie, on continue. Et donc, l'agent public est formaté ou doit être formaté pour cela. Vous savez qu'à tout moment, il doit pouvoir s'adapter aux évolutions. Je vais vous donner un autre exemple. Avant le 1er janvier 2022, les fonctionnaires venaient au bureau de 8h à 12h30 et reprennent de 15h à 18h30. À partir du 1er janvier 2022, le gouvernement a pris un décret pour dire désormais, les portes des services publics s'ouvrent de 8h à 12h30 les matins et de 14h à 17h30 les soirs. Tous les agents publics sont obligés de s'adapter à cela. Et des systèmes, des mécanismes sont mis en place au niveau des inspections générales des ministères pour contrôler la ponctualité des agents par rapport aux nouveaux horaires de l'administration publique. Si un agent s'entête à ne pas respecter ces nouveaux horaires, ce sera à ses dépens. On parle de nos jours d'administration digitale, intelligente. Il faut donc se mettre aussi dans cette mouvance, dans cette dynamique. Absolument. Nous sommes à l'ère de la dématérialisation. Et le chef de l'État a donné un signal fort en créant le ministère du numérique et de la digitalisation. Il y a beaucoup de réformes dans ce sens. Dans tous les ministères, quand vous venez au ministère du Travail et de la fonction publique aujourd'hui, les actes d'avancement d'échelon et de grade se prennent de façon digitalisée et automatique. Par le passé, pour bénéficier d'un avancement d'échelon ou d'un avancement de grade, vous êtes tenu de fournir au minimum une trentaine de pièces. Et si vous êtes à Tchoumi ou si vous êtes à Tangueta chez mon ami, vous êtes obligé de vous déplacer. En ce moment, le service peut connaître des dysfonctionnements. Pour venir à Cotonou, déposer le dossier, suivre avant d'obtenir votre avancement. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Non seulement on vous fait l'avancement de façon automatique, mais vous êtes capable de télécharger votre acte d'avancement depuis votre lieu de travail par votre smartphone, ou même nous avons au niveau des communes, nous sommes en train de créer ce qu'on appelle les centres communaux de services publics pour faciliter l'accès à l'outil informatique à tous les citoyens qui le désirent. Comment facilitez-vous cette adaptation aux fonctionnaires de l'administration publique? On sait qu'il y en a qui sont accrochés, nostalgiques d'un passé à jamais révolu. Il y a des fonctionnaires d'une certaine génération qui ne savent même pas allumer un ordinateur, par exemple.
Ça, c'est un temps qui est en train de passer. C'est un temps passé parce que les agents sont formés. Moi-même qui suis ici, je viens de finir une formation à ICDL par rapport à l'utilisation de l'outil informatique. Et donc, tous les agents sont sensibilisés, ils sont formés, ils sont recyclés pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le 6e principe qu'on va aborder maintenant. C'est le principe de la hiérarchie, le respect de la hiérarchie. Je l'avais dit au début de cette émission, l'administration est fortement hiérarchisée. Ça part des agents simples vers les premiers responsables, les ministres, le chef de l'État, en passant par les chefs de division, les chefs de service, les directeurs généraux, les directeurs centraux et j'en passe. Donc l'agent doit pouvoir respecter la hiérarchie. On ne doit rien faire sans requérir l'autorisation du supérieur hiérarchique et on ne doit pas non plus, après avoir fini d'exécuter l'ordre, on doit pouvoir rendre compte à la hiérarchie pour recevoir de nouvelles orientations. Il y a des agents qui se disent qu'ils ont des parrains, qui sont bien positionnés, qu'ils bénéficient d'un certain parapluie politique, par exemple, et qui s'obstinent à ne pas trop respecter la hiérarchie. Monsieur le journaliste, je crois que ça doit être du passé. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas de parrainage possible en dehors du respect de la légalité. Lorsque vous ne respectez pas la légalité, les tests, les principes fixés, même si vous avez un parrain au perché, vous serez sanctionné, vous serez responsable de vos actes. Donc aujourd'hui, tout le monde suivait tout le monde et tout le monde se méfie parce qu'il n'y a plus des gens qui soient intouchables. Suivez mon regard. Aujourd'hui, ce système de parrainage est négligeable dans notre administration publique aujourd'hui. Dernier principe maintenant. Dernier principe, c'est le principe de l'accessibilité du service public. L'agent de l'État ne doit pas constituer un rempart contre les citoyens parce qu'il est là au service des citoyens. Donc il doit être accessible, prendre toutes les dispositions pour que le citoyen qui a besoin de son service puisse accéder à lui. Et là, l'administration aussi prend les dispositions pour que les services publics se rapprochent des citoyens. C'est là l'intérêt, par exemple, de la décentralisation, où les maires ont des compétences déléguées par l'État pour pouvoir rendre ces services. Il y a aussi l'opérationnalisation des 12 préfectures. Absolument, l'opérationnalisation des 12 préfectures. Et comme je l'avais dit, la création des centres communaux de services publics où les citoyens n'ont plus besoin de venir à Cotonou avant d'accéder, disons, à leurs préoccupations, à la réponse à leurs préoccupations dans leur commune. Et nous sommes à 19 centres communaux de services publics aujourd'hui. La tendance est d'aller à 77 centres communaux tout au moins. Et nous sommes appuyés dans cette initiative par le programme des Nations Unies pour le développement. Le DEPAF veut certainement ajouter quelque chose à tout ce développement du SG. Oui, je voudrais mettre particulièrement l'accent sur un principe très important compte tenu de la mutabilité, c'est l'accessibilité du service public. Nous devrons, en tant que fonctionnaires, en tant que responsables, quel que soit notre niveau, faire en sorte que le service que nous rendons soit accessible. Lorsque vous pouvez avoir un très bon travail, vous pouvez être un bon bosseur, tout ce que vous faites, si le fonctionnaire ne peut pas accéder aux fruits de vos travaux resteront toujours dans les tiroirs et donc ne peuvent pas servir aux citoyens. C'est extrêmement important que nous puissions travailler sur l'accessibilité du service public. Et donc, tous les principes y concourent pratiquement. Faire en sorte que l'usager soit plus priorisé que nous-mêmes. Donc, nous devons plutôt prioriser ceux pour qui nous travaillons. Parce que nous ne sommes que 74 500 personnes environ sur près de 12 millions d'individus, donc de Béninois. Donc, le fonctionnaire doit savoir qu'il est donc un privilégié dans la communauté. Et donc, doit faire en sorte que son service soit accessible. Quelle que soit la méthode qu'il faut utiliser, il faut que le service parvienne à l'usager. Donc, tous ces principes-là concourent à faire en sorte que nous puissions d'abord bien recevoir les usagers, les traiter correctement, mettre à leur disposition ce dont ils ont besoin. C'est extrêmement important que nous puissions insister sur ces éléments avant de venir au niveau des valeurs. Le fonctionnaire ne doit pas renflouer la mine pour accueillir l'usager, ne doit pas mettre l'usager en attente pour manger d'abord, par exemple. On est payé pour rendre service.
Et comme l'a dit le SGM, il y a une tranche horaire. Vous avez de 8h à 12h30, vous venez de 14h à 17h30. Faisons l'effort pendant ces périodes-là pour être utile, pour être présent au poste et donc pouvoir servir ce pourquoi on est payé. Il y a des dames qui sont malheureuses dans leur foyer, qui transposent les problèmes domestiques au service, par exemple. Oui, vous savez que nous sommes des êtres humains, après tout. Mais nous ne devrons pas faire transparaître nos humeurs sur le service que nous rendons. Nous devrons avoir un certain comportement de neutralité. Chacun a ses problèmes. Même celui qui vient vers vous a ses problèmes. Donc, vous êtes là pour rendre un service. Vous devez faire en sorte que ce service-là soit accessible et que vous-même, votre comportement puisse faire en sorte que les gens puissent venir demander ce service pour lequel vous êtes là. On en vient maintenant aux valeurs de l'administration publique qu'on va égrener et creuser en profondeur. Je reviens vers vous, SG. Merci, monsieur le journaliste. Je l'avais dit à l'entame de mes propos, 17 nouvelles valeurs se sont ajoutées aux 9 qui étaient dans le Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique pour donner 26 valeurs aujourd'hui. Le premier, ou la première de toutes ces valeurs, c'est la valeur travail. Vous savez que c'est une valeur fondamentale, capitale. Et il y a un philosophe qui a dit « Le travail éloigne de l'homme 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Qui ne travaille pas n'a pas droit au salaire. » Et même ailleurs, il est dit que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne s'attende pas à percevoir de salaire ou à manger. Donc, c'est le travail qui libère l'homme. C'est le travail qui est le premier facteur de développement de toute nation, de toute société. C'est pour ça que le gouvernement met l'accent sur le travail, qui est le facteur essentiel pour l'épanouissement personnel et la production, la croissance économique. Ça, Monsieur Malik, un mot sur le travail? Oui, vous savez qu'aucune nation ne peut se développer sans le travail. Lorsque vous ne travaillez pas, vous ne pouvez rien obtenir. C'est au bout donc du travail que vous obtenez ce qui vous permet de vous épanouir vous-même. Et même là, quand vous prenez la devise de notre pays, le travail s'inscrit en lettres d'or. Donc c'est extrêmement important que nous puissions cultiver cette valeur-là qui va nous permettre donc d'être véritablement indépendants. Deuxième valeur, c'est le sens élevé de responsabilité. Aucun agent public, qu'il soit fonctionnaire, contractuel ou venu ponctuellement rendre un service public, ne doit plus se comporter de façon désinvolte. Il doit assumer ses responsabilités. Il pose un acte, il répond des conséquences positives ou négatives de l'acte posé. Et donc, nous devons agir en toute conscience comme responsables, puisque la nation nous a confié une parcelle de son pouvoir que nous exerçons. Nous devons exercer cette parcelle de pouvoir avec responsabilité et conscience. Le sens élevé de responsabilité? Extrêmement important et est une valeur en principe transversale pour tous les corps. Parce que vous savez que le service public lui-même doit être fondé sur la forte conscience d'assumer la responsabilité qu'on a volontairement acceptée. Donc, à ce moment-là, on doit pouvoir répondre de toutes les conséquences qui découlent donc de notre responsabilité. Lorsque vous acceptez une responsabilité, vous n'êtes plus libre comme celui-là qui n'est pas responsable de quoi que ce soit. Donc, votre sens de responsabilité doit être plus aigu qu'un citoyen lambda. Donc, il faudrait bien que nous puissions assumer, que nous puissions donc accepter un peu le sacrifice lorsque nous avons une responsabilité à assumer. Troisième valeur qui régit le fonctionnement de l'administration publique. C'est l'intégrité. L'intégrité. C'est l'état d'une personne honnête, probe, incorruptible. Et donc, l'agent public doit bannir de ses agissements tout comportement tendant à la corruption. C'est une valeur éprouvante, mais nécessaire au développement de notre nation. Nous devons rester dignes de notre famille. Et cette valeur fait appel à une autre qu'on appelle la dignité. Vous savez, vous portez un nom. Ce n'est pas vous qui avez créé ce nom-là. C'est un nom qui est dans un domaine patrimonial. Et donc, vous devez rester digne de ce
nom que vous portez. Vous devez faire honneur à votre famille, à ce nom. Donc, en agissant, il faut vous demander si mon nom sort à la télé ou à la radio, qu'est-ce que le public pensera de moi? C'est ça, de manière à éviter tout comportement déviant, tout agissement qui jetterait de discrédit sur votre famille. Donc le fonctionnaire, l'agent de l'État doit pouvoir se comporter de manière digne, partout, même en dehors du service public. L'intégrité et la dignité, des valeurs primordiales, importantes, capitales. Bien entendu. Et comme l'a dit le secrétaire général, lorsque vous commettez une erreur manifeste et que votre nom est cité partout à la radio, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Donc nous devrons préserver notre nom. Nous devons préserver notre visage. Parce que il suffit seulement qu'un doute soit installé dans un comportement d'un de vos enfants, on va lui dire, mais son papa était comme ça. Sa maman avait déjà posé un tel acte. C'est le propre de leur famille. Vous voyez, donc vous n'agissez plus pour vous-même. Vous agissez non seulement pour la communauté, mais également pour vos enfants, pour le reste de votre famille. Il faut donc penser à l'image de toute la famille, à la postérité, bien entendu, et à un bel héritage à léguer aux enfants. Donc, l'héritage ne doit pas seulement être les biens meubles et immeubles. L'intégrité, c'est d'ailleurs le plus bel héritage qu'un père puisse laisser à ses enfants. Bien entendu, quand on dit telle personne est bourgeoise de haut nom, si vous connaissez son papa, ça ne devrait pas vous étonner. Une autre valeur à présent, la paix. Oui, la paix. L'agent public doit se comporter de manière à éviter tout conflit, la guerre, les états de malcompréhension, mais doit préserver la concorde. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un, une femme ou un homme qui a des problèmes dans son foyer et qui vient au service en face d'un citoyen qui est venu demander paisiblement un service, vous ne devez pas laisser transparaître votre état d'âme de la famille au sein du service. Parce que si vous vous comportez mal en face du citoyen et qu'il connaît ses droits, il peut réagir. Vous voyez, vous allez créer inutilement un conflit. Et donc, l'agent public doit être souriant, avoir la maîtrise de soi. Et même s'il est, disons, si le citoyen lui répond mal, il doit pouvoir se maîtriser et expliquer calmement ce pourquoi il a agi de ci ou de ça. Donc, nous devons préserver la paix entre collègues et la paix avec les usagers clients. Il y a des fonctionnaires qui ont un caractère volcanique ou qui sont lunatiques. Oui, nous rencontrons parfois où nous entendons certaines personnes vous dire comment elles ont été mal accueillies, comment elles ont également réagi, parce que chaque fois, à une action, il faut vous entendre à une réaction. Et donc, une mauvaise action qui entraîne une mauvaise réaction, il y a donc de la violence qui naît. Vous n'êtes plus en situation de paix. Lorsqu'on parle de paix, ce n'est pas seulement la guerre entre deux nations ou entre deux groupes d'individus. Déjà que vous êtes fonctionnaire de l'État, vous devez faire en sorte que, comme l'a dit le secrétaire général, pendant l'exercice de votre fonction, même après l'exercice de votre fonction, c'est-à-dire aux heures qui ne sont pas les heures de travail, vous devez donner l'exemple de quelqu'un qui est porteur de paix, quelqu'un qui accueille, quelqu'un qui est souriant. Vous voyez, lorsque vous allez dans un centre de santé, vous avez déjà une pression, vous avez déjà une maladie qui vous accable. Et vous vous rendez compte quand vous allez vers un agent de centre de santé. Dès qu'il vous accueille correctement, vous êtes déjà à moitié guéri. C'est déjà une guérison morale. C'est déjà une guérison morale. La façon de vous accueillir fait déjà la paix. Ça vous rassure. Ça vous rassure et vous vous êtes dit, mais je suis confiant, ce milieu est un milieu dans lequel je peux être traité. Par contre, si c'est le comportement adverse, le malade déjà sous pression va libérer une énergie négative et vous voyez tout ce qui peut arriver. Donc, en tant que fonctionnaire, quelle que soit notre position, nous devons avoir cette vertu, cultiver la paix autour de nous. On aborde quelle valeur? La liberté. La liberté. L'agent public doit permettre à l'usager de s'exprimer, liberté d'expression, liberté d'opinion, de dire ce pourquoi il est venu. On ne doit pas dire, oh, tu ne dois pas parler de telle manière. Non. Tout ce qui n'est pas contraire au test
légaux et réglementaires, l'agent public doit pouvoir permettre à son vis-à-vis de s'exprimer. C'est ça la liberté, ne pas contraindre, ne pas rendre l'autre esclave. C'est contraire à la servitude au fait. Donc qu'on permette aux usagers clients de dire ce pourquoi ils sont venus, ce qu'ils veulent obtenir et de leur expliquer aussi comment il faut faire, quelles sont les pièces qu'il faut, quel est le délai, quel est le coût du service public. L'agent doit avoir la liberté d'entrer en connaissance de ces informations-là. L'usager client doit pouvoir être libre, véritablement. Bien entendu, et il faut comprendre que notre comportement devrait donc ne pas nuire à l'autre. C'est-à-dire nous devrons savoir que l'autre aussi a des droits. L'autre aussi est un citoyen. L'autre aussi est un contribuable, au même titre que nous. Et donc, nous ne devrons pas avoir un comportement qui puisse nuire donc à son essence. On est à quelle valeur? La justice. La justice. La justice ici est considérée comme le droit de l'usager client à l'équité. Donc, il s'agit d'une valeur au fait naturelle ou morale. Il faut traiter l'usager client de façon équitable, de façon juste, de manière à ne pas le frustrer ou brimer ses droits. Si vous le faites, nous sommes en Afrique, même s'il n'y a personne là, la nature est quand même avec vous. Et donc, il faut veiller à traiter les citoyens, les usagers clients de façon juste et de façon équitable. Le service public ne doit pas être rendu à la tête du client, comme on le dit. Bien entendu. Donc, lorsque nous parlons de justice ici, il ne faut pas voir directement le droit en vigueur. Je ne sais pas si on se comprend. On a parlé du principe de l'égalité, du respect. Mais après cela, donc, il faut faire en sorte que l'intéressé qui arrive soit traité dans toute la plénitude possible, dans tout ce qui peut lui permettre de savoir qu'il n'est pas marginalisé, qu'il n'est pas stigmatisé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il faut que l'intéressé se dise « Non, je n'ai pas besoin d'être de tel bord, de telle famille, si c'est juste que c'est mon droit, que je l'aurai. » Il faut qu'il ait cette conviction que tout ce qui va se faire à ce niveau-là est basé donc sur une forme de justice donnée. Donc il ne faut pas tout de suite voir le droit en vigueur, mais il faut voir donc tout ce qui peut aller avec la satisfaction de l'usager qui va se dire « mais c'est juste ». Il faut dire pas avec un sentiment que son traitement a été juste. Après la justice, c'est la préservation de la vie. L'agent public doit se comporter de manière à créer les conditions psychologiques, psychiques, matérielles et intellectuelles pour préserver la vie qui est la première de toutes les valeurs. en termes clairs, En termes clairs, lorsque un usager client vient vers vous, par exemple, et au cours du débat, vous constatez qu'il a commencé par tituber. Donc, il ne possède plus ses sens. Vous devez arriver à le secourir. Faire appel aux sapeurs-pompiers. Si vous avez un service de santé, faites appel aux agents du service de santé pour le secourir. Vous ne devez pas le pousser dehors ou bien le négliger et partir. Vous devez préserver la vie. Et vous ne devez pas tenir des propos de manière à choquer drastiquement la sensibilité de celui que vous avez devant vous. Donc vous devez contribuer à la préservation de la vie, puisque la vie est au-dessus de toute autre considération. un usager qui fait une crise d'AVC, par exemple, doit être secouru. Vous devez le secourir. D'ailleurs, si vous ne le faites pas et qu'il est démontré que vous l'avez évité sciemment, il y a la non-assistance à personne en danger qui va vous sanctionner. Vous savez, l'agent public n'est pas un citoyen ordinaire. Il représente l'État qui a la charge de sauvegarder tous les citoyens du pays. Donc, il doit se comporter comme si l'État était là et secourir donc ce citoyen qui est en face de lui et qui souffre d'une crise d'AVC. Et si vous avez un usager client qui souffre d'une démence pas trop remarquable, par exemple? Dès lors que vous constatez que l'intéressé est en situation de démence voilée, vous prenez les dispositions pour le couvrir et vous protéger aussi. Il ne faut pas vous laisser abattre non plus, mais vous ne devez pas le chasser comme un vil animal ou le laisser là, prendre les dispositions pour que, tant que faire se peut, les besoins pour lesquels il est venu soient satisfaits et que vous puissiez le raccompagner. La préservation de la vie
Bien entendu, il faut ajouter à tout ce que le SGM a dit, que le fonctionnaire a le devoir de créer les conditions matérielles, physiques, mais surtout intellectuelles, pour préserver ce droit fondamental qui est même l'un des droits les plus élevés dans le droit international. Donc, il faut créer toutes ces conditions-là pour que l'usager client, bénéficiaire donc de vos prestations, puisse voir sa vie sauvée. Donc, il ne faut pas seulement tenir compte, parce que la condition la plus importante à ce niveau, quand vous suivez l'explication du secrétaire général, ce sont les conditions intellectuelles qu'il faut véritablement créer. Vous avez vu que la personne, il y a des signes parfois qui ne trompent pas. Agissez le plus tôt que possible. Ne laissez pas la situation pourrir avant de chercher à agir. Donc, dès que, surtout en ce moment où nous avons les réseaux sociaux, et dès qu'on est en face d'un phénomène, l'habitude qu'on est en train d'acquérir, c'est d'abord chercher à filmer. Ça ne doit pas être d'abord filmé. Ça doit être d'abord sauver l'intéressé. Ça doit être d'abord créer les conditions nécessaires pour que la vie de la personne puisse être sauvée. Or, actuellement, même lorsque vous êtes en situation de danger, tout le monde cherche d'abord à filmer, mais une seconde, c'est extrêmement important pour sauver la vie d'un intéressé. Donc, nous devons avoir ce réflexe-là de créer ces conditions pour sauver l'intéressé que de chercher à faire du buzz. Cette valeur totale, 26 valeurs. Il en reste encore. Il en reste, oui. Bon, on va évoluer les voilà. plus importantes. Ok. Oui. Il y a par exemple la participation. Le responsable d'une structure doit solliciter la connaissance, le savoir-faire, les expériences de tous ses collaborateurs pour rendre le meilleur service, le service de meilleure qualité possible. Il ne détient pas la science. La science infuse. L'administration ne doit pas fonctionner de façon cloisonnée, mais de façon décloisonnée. Donc, la participation, même l'usager qui vient peut avoir des informations dont vous ne disposez pas. Il faut lui permettre de s'exprimer pour pouvoir lui rendre le service au mieux. C'est ça, l'esprit de la participation. Une approche collaborative. Exactement. Une gestion participative de la chose publique. C'est ça, c'est bien ça. Une autre valeur. Je veux parler par exemple du patriotisme. Et donc, ça, c'est vraiment important. C'est important. Nous devons vivre de manière à mettre au peloton de nos préoccupations notre nation. Aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Nous devons lutter jusqu'au dernier souffle pour la sauvegarde de la nation. Vous voyez, dans un pays comme la Corée du Sud, à un moment donné où ils étaient en difficulté, les citoyens, les fonctionnaires se sont entendus pour dire, pendant 25 ans, quelle que soit la situation, nous n'irons plus en grève. Nous devons travailler pour sortir notre pays de la difficulté. Aujourd'hui, vous voyez comment la Corée du Sud est développée. C'est ça. Nous devons avoir l'esprit de sacrifice pour notre patrie, pour notre nation. Et c'est ce à quoi s'emploie aujourd'hui le premier magistrat de notre pays. Développer la fibre patriotique. Oui, ça c'est un ciment indispensable. Et lorsque vous avez la fibre patriotique qui vous accompagne, ça ne vous gêne pas. Ça va même agir même sur d'autres valeurs sur lesquelles je pense que le secrétaire général reviendra, telles que l'abnégation et la redevabilité. Parce que l'argent, quand vous aimez votre pays, vous avez cette volonté de rendre compte, d'expliquer ce que vous faites pour avoir une adhésion totale de l'ensemble du pays. Mais lorsque vous-même, vous n'aimez pas votre pays, vous voyez dans certains pays, même au Bénin ici, lorsqu'on regarde certains qui ont même la fibre patriotique, même parfois, même pour aller dans les restaurants, ils vont dans les restaurants qui relèvent des restaurants tenus par leurs compatriotes. C'est pour montrer combien de fois ils sont attachés à leur drapeau. Lorsque vous voyez le drapeau du Bénin, vous devez savoir que vous avez l'obligation de le défendre. Le DEPAF évoquait l'abnégation. Absolument, comme l'a dit le DEPAF, comme il l'a si bien dit, le patriotisme fait appel à l'abnégation. L'abnégation, au fait, c'est le sacrifice volontaire de soi-même, le sacrifice volontaire de son intérêt personnel ou de son bien particulier au profit de la nation, pour que la nation prospère, pour que la communauté à laquelle nous appartenons
puisse être satisfaite en matière d'intérêt général. Sacrifier l'intérêt personnel au profit de l'intérêt général, de l'intérêt de la communauté. De la communauté. Puisque la communauté est un don de Dieu, nous ne l'avons pas créé nous-mêmes. Nous devons donc nous sacrifier pour la pérennisation de cette communauté-là, le développement de cette communauté-là. C'est ça l'abnégation. L'abnégation qui induit encore une autre valeur, certainement. L'efficacité. Si vous êtes prêt à vous sacrifier, alors vous devez travailler de façon efficace pour que les résultats escomptés qui participeront du développement de la nation puissent être atteints. Donc, un agent public doit avoir à l'esprit qu'il doit être efficace. On vous donne les moyens, d'accord? Vous avez les conditions requises, vous devez agir de manière à ce que les objectifs définis soient atteints. On ne saurait parler d'efficacité sans parler d'efficience. Exactement, l'efficience. Le peu de moyens dont vous disposez doit être utilisé pour pouvoir atteindre le meilleur résultat possible. Il ne s'agit pas de dire je ferai comme je peux. Non, vous savez, les besoins sont exponentiels dans le monde entier, alors que les ressources sont limitées. Donc, les peu de ressources dont nous disposons doivent pouvoir, en tant que patriote, en tant que citoyen qui a l'abnégation, ces ressources doivent pouvoir nous permettre d'atteindre les meilleurs résultats possibles pour le bien-être de la communauté. La gestion des conflits d'intérêts figure aussi au nombre des valeurs. Absolument. Nous ne devons pas prioriser nos intérêts individuels, personnels, au détriment de l'intérêt général. Donc, l'agent de l'État ne doit pas agir de manière à prioriser ses intérêts personnels, ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. D'ailleurs, s'il le fait, il sera passible de sanctions. Abdelaziz Malik, un mot sur la redevabilité. Oui, là, vous savez, lorsque vous êtes à la charge d'une responsabilité donnée, non seulement en amont, vous devrez expliquer ce que vous voulez faire. Je suis directeur général d'une société. Avec d'abord mes collaborateurs, nous devons nous fixer un cap. Pendant la réalisation de ces activités, nous devons constamment rendre compte non seulement aux collaborateurs, mais également aux bénéficiaires, donc à la nation qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc, vous ne devez pas ne pas faire comprendre, n'est-ce pas, la finalité du travail que vous êtes en train de faire. Parfois, vous faites du bien à quelqu'un sans même que la personne ne soit informée, sans même que la personne ne sache ce que vous êtes en train de faire. Donc, la redevabilité nous amène à dire exactement et à nous laisser critiquer. Parce que parfois, nos choix ne sont peut-être pas les meilleurs. On y voit en filigrane la reddition de comptes. Bien entendu. Exactement. Lorsque vous faites la reddition des comptes, ça vous permet de voir les solutions que vous avez proposées aux usagers clients. Est-ce que c'est compatible? D'abord, il faut que l'usager le connaisse, que l'usager puisse avoir le droit de critiquer. Et le tout vous permet donc d'avoir de meilleurs choix, d'avoir un meilleur cap. Travailler pour l'administration publique, oui, mais il faut être professionnel et compétent. Exactement. L'agent public doit servir dans l'administration publique de façon professionnelle. Donc, faire appel à toutes ces qualités, d'accord, toutes ces connaissances théoriques, pratiques, ces expériences pour rendre le service de façon d'élite. Il ne doit pas servir dans la médiocrité. C'est cela. Aujourd'hui, l'administration a quitté la ligne d'une administration de moyens pour emprunter le chemin d'une administration de résultats. Il ne s'agit plus de venir seulement rester là à 4 h le matin et 3 h 30 le soir. Non, c'est la gare. C'est la gare. Gestion assez sur les résultats. Puisque vous serez évalué aujourd'hui et le ministre du Travail et de la fonction publique a commandité une étude pour qu'on puisse élaborer des fiches d'évaluation des agents publics. Et donc, en début d'année, selon que vous êtes directeur ou chef de service, on vous donne une lettre de mission, on vous donne des contrats d'objectifs. À mi-parcours, on évalue. Est-ce que vous avez atteint les objectifs escomptés à mi-parcours? Est-ce que les moyens donnés ont servi à rendre le meilleur service possible? Quels sont les leviers sur lesquels il faut agir pour qu'en fin d'année, les résultats soient atteints? Lorsqu'à la fin de l'année, les résultats ne sont pas atteints et qu'il est avéré que la non-atteinte des objectifs est due peut-être à votre nonchalance, à votre négligence, à votre manque de management, vous serez sanctionné. Et lorsqu'on, à contrario, on se rend compte que vous avez atteint les objectifs,
il n'y a pas que les sanctions négatives, il y a les sanctions positives aussi. Donc, vous pouvez être félicité, une lettre de félicitation, une lettre de témoignage officiel. Vous pouvez même être proposé à décoration au niveau de la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Bon, les autres valeurs rapidement, je pense qu'il y a l'incompatibilité, voilà. C'est bien ça, il y a les restrictions après la cessation du service. Absolument, l'incompatibilité, vous savez, les agents publics ne doivent pas exercer des fonctions ou se livrer à des transactions ni détenir des intérêts financiers contraires à la satisfaction de l'intérêt général. C'est ça l'incompatibilité. Donc, je ne peux pas... vous savez, il y a des fonctions qui sont compatibles avec la qualité d'agent de l'État. Lorsque vous êtes élu, par exemple, député, vous ne pouvez pas continuer à servir dans l'administration publique. Vous serez mis en détachement. Et donc, s'il y a des gens qui détiennent deux fonctions, disons, incompatibles, nous avons vu par le passé des gens qui avaient été traduits devant la justice parce que pendant longtemps, ils ont perçu des salaires à des postes incompatibles. Donc, vous serez responsable de votre comportement. La restriction après la cessation de service. Vous savez, pendant le service, l'agent de l'État ne fait pas tout. Il ne dit pas tout. Et nous l'avons dit, on ne doit pas voir transparaître la conviction politique du fonctionnaire puisque l'agent de l'État est au service de la collectivité nationale et du gouvernement. Est-ce que vous connaissez la couleur de la collectivité nationale? La collectivité nationale est apolitique. Et lorsque vous finissez votre service, même en dehors des heures de service, vous ne pouvez pas parler comme n'importe qui, aller n'importe où. Il y a même des services qui sont plus restrictifs. Quand vous prenez les diplomates, même pour se marier, ils doivent obtenir l'autorisation. Pour aller en congé, pour quitter un pays vers un autre, ils doivent obtenir l'autorisation du pays. Il en est de même pour les hommes en uniforme. Le fonctionnaire civil, quand il va à la retraite, il doit se tenir de dire n'importe quoi. Et c'est ça donc la restriction après la cessation. Et aujourd'hui, le statut général de 2017, la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique, a prévu que pendant 5 ans, lorsque vous quittez l'administration, pendant 5 ans après, il y a un certain nombre d'activités que vous ne pouvez pas exercer lorsqu'il est avéré qu'au moment de votre exercice en tant que citoyen, ces activités étaient incompatibles avec l'intérêt général. On ne saurait être exhaustif à ce qui concerne les valeurs. Vous allez les citer pêle-mêle sans aller en profondeur, le reste. Nous avions parlé du professionnalisme. Il y a la conduite en dehors des lieux du travail. C'est pas parce que... On va citer le reste. Voilà, il y a les relations familiales et personnelles. On l'avait défini un peu. Il y a le signalement des actes fautifs et des faits contraires au code d'éthique et des valeurs. Donc, les agents sont collectivement responsables. La transparence de l'administration. L'administration ne doit pas être un vase clos. Un vase clos doit être transparente, donc accessible à tout le monde. Voilà globalement... Alors, TEPAF, qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement des règles de conduite? Je voudrais, si vous permettez, mettre rapidement un accent sur une valeur qui est une tendance lourde. Une tendance lourde auquel sont exposés la plupart des agents de l'État. Ce sont les relations familiales et personnelles. Vous savez, lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous ne devrez pas traiter les gens selon qu'ils sont de votre famille ou pas. C'est extrêmement important. Parce que parfois, on entend dire, bon, quand vous n'avez personne là-bas, votre dossier peut traîner. Non, il s'agit donc d'éviter de faire privilégier, n'est-ce pas, sa famille ou ses relations personnelles au détriment des autres. Il faut, d'une manière générale, nous devons savoir que nous sommes en face des citoyens, quelle que soit leur famille, quel que soit leur lien avec nous. Cette valeur, il faut qu'on puisse partager cela. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, vulgariser cette valeur pour que même nos parents sachent que mon fils qui est juge, mon fils qui est financier à tel niveau ne devra pas, n'est-ce pas, me privilégier par rapport à d'autres personnes. C'est une tendance lourde, portée peut-être parfois par la culture elle-même qui pense que nous devons défendre d'abord la famille. Oui, défendre la famille, oui, mais pas en tant qu'agent de l'État lorsque nous nous retrouvons dans l'exercice d'une fonction publique. On en vient aux règles de conduite. Oui, les règles de conduite sont pratiquement les mêmes choses qui sont avec nous. Vous savez que
l'agent de l'État lui-même, quand on le voit dans sa propre conduite, doit incarner respect. Il doit faire en sorte que vous soyez accessible à lui, nous l'avons dit, et donc il doit faire en sorte que nous puissions tout à travailler avec lui. C'est l'essentiel qu'il faut garder en termes de conduite. Que ce soit pendant le service public ou en dehors du service public, nous devons savoir que tant que nous sommes fonctionnaires, nous n'avons pas la même conduite à adopter par rapport aux autres. Qu'est-ce qui est prévu pour une application effective des dispositions de ce code? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que d'abord, il faut faire connaître le code. Ce que nous faisons actuellement. Ce que nous faisons actuellement. Vulgariser le code. Vulgariser le code. Mais non seulement vulgariser le code, il faut avoir des points focaux au niveau de chaque commune. Après donc cet entretien, par exemple, le secrétaire général va former au niveau de 77 communes 2 personnes. Une personne issue de la société civile et un agent des mairies. Donc, dans une commune, il y aura un agent de mairie, il y aura un agent de la société civile qui vont être suffisamment outillés pour non seulement vulgariser, mais pour répondre à toute question liée à la compréhension du code d'éthique et des valeurs. Nous aurons également les directeurs départementaux qui seront également outillés pour appuyer en cas de besoin. Si vous êtes dans un chef-lieu de département, vous pouvez vous rendre donc vers une direction départementale. Non seulement ils vont aussi sensibiliser, mais ils sont là pour répondre à vos questions en termes d'outils. Donc, nous avons un paquet de travail à faire pendant le mois de novembre parce que le gouvernement vient de finir le travail. Il faut donc que ce travail soit connu, maîtrisé, et le ministre du Travail et de la fonction publique s'active. Donc, à faire d'abord un lancement et après maintenant, donc, mettre ces équipes-là, former ces gens pour qu'ils puissent être des relais de vulgarisation, mais surtout, ce qui est la spécificité, c'est qu'ils doivent être des personnes ressources capables de vous aider à comprendre ces valeurs. Nous tendons vers la fin de cette émission. Monsieur Norbert Bokassa-Kanouno, 30 secondes pour conclure. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier le gouvernement, le chef de l'État en tête et le ministre du Travail et de la fonction publique pour l'actualisation de ce code. Le temps s'y prête véritablement. Et inviter donc tous les agents publics à s'approprier le contenu de ce code. Il est disponible en ligne sur le site www.travail.gouv.bj. Et donc, nous sommes actuellement en partenariat avec Social Watch par le biais du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et l'enracinement de l'état de droit en République du Bénin par l'IRED, qui nous a aidé à éditer un certain nombre d'exemplaires que nous allons distribuer après sensibilisation au niveau de tous les ministères et institutions de la République, que les responsables des structures, les chefs de service et tous les agents se considèrent comme des vecteurs de sensibilisation et de vulgarisation de ce code pour que nous puissions avoir des agents de l'État de type nouveau, des patriotes qui contribuent inlassablement au développement de notre pays. Abdelaziz Malik, votre mot de la fin. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais rapidement, à la suite du secrétaire général, remercier les partenaires qui nous ont appuyés dans les différentes phases. Donc, non seulement de l'élaboration, mais de la vulgarisation de ce code. Je vais nommer la délégation de l'Union européenne, la coopération internationale suisse. Je vais également remercier Social Watch pour tous les appuis dont nous avons bénéficié. Mais je voudrais également dire qu'un élément très important, que le code implique la signature d'un certain nombre d'engagements par tous les agents de l'État. Donc la phase prochaine également, c'est que tous les fonctionnaires auront à signer, auront à prendre un engagement 15 secondes dans ce pour sens. finir, oui. Voilà, donc c'est extrêmement important que nous puissions rappeler cela. Selon que vous êtes agent
ou selon que vous êtes responsable de structure. Merci donc à vous, M. Abdoulaziz Malik. Je le rappelle, vous êtes le directeur de la planification, de l'administration et des finances au ministère du Travail et de la fonction publique. Merci à vous aussi, M. Norbert Bokas Kaounon, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique. Merci, monsieur le Ce sera donc tout pour cet entretien. En somme, l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier, le patriotisme, la conscience professionnelle, la compétence et surtout le sens du service public doivent guider les agents publics. Absolument. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite.